Dans notre monde, souvent immonde, je veux mettre de la couleur pour effacer la noirceur. Je lutte contre mes démons intérieurs, qui se terrent au plus profond de mes peurs. Je veux aller mieux, mais certainement pas pour eux. Je veux aller bien, et ce, dès demain, car il est temps, il est l'heure, de baigner dans le bonheur. Mais si j'échoue, alors il meurt. 6 mai 1988. J'ai 7 ans. C'est nul d'avoir 7 ans. Tu n'es plus petit, mais tu n'es pas encore grand. On te dit de te débrouiller, qu'il est temps que tu saches faire tes lacets. Mais tu n'es même pas assez grand pour revenir seul de l'école. C'est marrant, c'est un peu comme le temps. Il ne fait pas assez chaud pour enlever son gilet, mais il fait vraiment trop chaud pour le garder. J'ai tellement de questions qui se bousculent dans ma tête que je ne vois même pas arriver le poing de Damien, le caïd de l'école, qui heurte mon visage avec une telle violence que mon nez se met à pisser le sang. Ça fait un mal de chien si on se concentre sur la douleur, mais c'est supportable si on lutte contre. Lutter contre la douleur, moi j'y suis habitué. Les coups de mon beau-père sont bien plus violents que ceux de ce caïd de pacotille. Je frotte un peu mon visage et je lui dis en souriant: j'ai connu une fillette de 4 ans qui cognait bien plus fort que toi. Une telle remarque de son souffre-douleur préféré le vexe au plus haut point, surtout devant sa bande de moutons écervelés, voyant dans ce mononeuronal un véritable leader, un chef de bande. Je suis à terre, et les coups de pied se mettent à pleuvoir, jusqu'à ce qu'enfin un surveillant mette fin à mon calvaire. Frustrant du coup cette petite frappe qui s'en donnait à cœur joie avec ses pieds, mais qu'on lui donne un ballon à ce con. Ils sont nombreux, autour de moi. Certains rient, d'autres sont choqués. Charlotte, elle me tend la main. C'est bon, je vois de la couleur dans la noirceur. J'ai toujours foi en l'être humain. 7 novembre 1994. Le collège est un passage si difficile dans la vie d'un jeune intellectuel comme moi. Le premier de la classe a des amis uniquement que pour leur faire leurs devoirs. Soyons logiques, il faut parfois se montrer généreux avec son prochain et aider les pauvres d'esprit. Alors je fais un petit trafic de devoirs non surveillés. Moyennant une petite pièce d'1 franc, je fournis un travail qui garantit une note entre 15 et 20. Finalement, ce n'est pas cher payé. Chacun son trafic dans la cour de récréation. Moi, c'est les bonnes notes. Greg, lui, c'est les photos porno arrachées des magazines mal cachés de ses parents. C'est dingue ça, il fait 5 fois plus de recettes que moi. Je comprends à 13 ans que le cul vend plus que l'intellect. Il me montre une de ses photos, et qu'il est triste de voir que pour de l'argent, des femmes sont amenées à faire ce genre d'actes. Charlotte, elle ne fera jamais ça. Elle est bien trop respectueuse de sa personne. Ce soir-là, je raconte à ma mère à quel point je suis choqué de la photo que j'ai vue au collège. Elle essaye de me rassurer, m'expliquant avec une très grande ouverture d'esprit que le sexe fait partie de la vie. Maman a le don de rendre beau ce qui ne l'est pas. Elle met de la couleur dans la noirceur de l'univers. J'adore l'écouter. Mais ce soir-là, mon horrible beau-père qui a entendu notre conversation balance un... Eh bien, bravo mon garçon. Tu viens d'apprendre que toutes les femmes sont des salopes. Même ta mère. en lui claquant sa main sur la fesse droite. Les yeux de maman se remplissent instantanément d'eau. Ce que je hais ce type. Mon regard en dit long. Elle me regarde, après l'avoir vu s'éloigner, et me dit alors: Ne t'inquiète pas, mon garçon. Un jour, j'aurai la force de quitter cet idiot. Et nous vivrons à 2, heureux. Puisse-t-elle dire vrai? En tout cas, j'ai foi en toi, maman. J'ai foi en l'être humain. 6 juillet 1997. C'est drôle cette proportion à s'inquiéter alors qu'on est sûr du résultat. J'avance vers la liste des reçus au baccalauréat. Et je sais très bien que j'ai bossé pour l'obtention de celui-ci.
Mais j'ai quand même cet étrange doute du « et si je ne l'avais pas ?» Mais finalement, quelques minutes plus tard, je découvre mon nom, accompagné d'une mention très bien. À cet instant, il n'y a plus de noirceur. Je suis entouré de couleurs. Je cours annoncer la bonne nouvelle à maman, qui travaille au pressing de la rue Chanzy. En arrivant, je me rends compte à quel point je n'aime pas cet endroit. Il y fait chaud et humide en cette journée de juillet. Maman est en train de repasser dans la vapeur. Elle a l'air si fatiguée. Elle me regarde. Je mets fin au suspense. Je l'ai, maman. Mention très bien. Sur son visage coulent des larmes de joie. Elle me dit alors: Je suis si fière de toi, mon enfant. Tu auras une brillante situation. Pas comme moi. En sortant de cet endroit irrespirable, je ne sais plus si je suis heureux ou pas. Je prends conscience à cet instant que maman a une vie de merde. Un boulot pourri, un mec complètement con. T'inquiète, maman, je te sortirai de là, je te le promets. Je décide pour me sentir mieux d'aller voir Charlotte, mais aussi pour lui annoncer la bonne nouvelle. Elle est si sympa avec moi. Lorsque j'arrive au coin de sa rue, je la vois embrasser un autre garçon. Marc, un nouveau dans le quartier. Je suis anéanti. Je prends conscience, vu la douleur que je ressens, que j'aimais Charlotte d'amour, que ce n'était pas juste une amie à mes yeux. En les regardant s'enlacer, je comprends aussi à quel point la beauté physique est importante. Charlotte est resplendissante, elle se marque et beau garçon, et elles vont si bien ensemble. Les belles personnes sont faites pour s'unir. Je suis bien trop insignifiant physiquement. Je rentre dépité chez moi. Cette journée qui devait être l'une des plus belles de mon existence s'est noircie. Plus de couleur, que de la noirceur, accentuée par ce con de beau-père qui, dès que je passe la porte, me dit: Alors, tu l'as eu, abruti? Tu crois que ça fait de toi quelqu'un de bien? Tu vaux pas mieux que les autres, pauvre naze. Il a vraiment pas bien choisi son moment, celui-là. Je lui réponds alors: Bravo, je te félicite. Tu as réussi à faire une phrase cohérente. Sujet, verbe, complément. Tu progresses. Dommage qu'il faut toujours que ta façon de t'exprimer soit si limitée. Mais je ne t'en veux pas. Tu n'as pas eu ton bac, toi. La seule réponse fait très mal. Une droite bien placée, accompagnée d'insultes en tout genre. Je monte dans ma chambre, préférant ne plus l'écouter, l'insulte étant la réponse du pauvre d'esprit, et pestant contre cette journée qui devait être belle, mais qui à ce moment-là s'enfonce dans l'obscurité. J'allume alors la télévision pour tomber sur les infos locales, et j'apprends qu'un jeune homme s'est tué en s'empalant sur des grilles, alors qu'il était grimpé sur un toit pour récupérer un ballon de foot. L'annonce de son nom me remplit de joie. Damien Soreno, le caïd de mon école primaire, le connard qui me boxait à chaque récréation. On dirait qu'il a donné le coup de pied de trop en voyant son ballon sur le toit et glissant lorsqu'il est allé récupérer celui-ci pour aller s'empaler sur des grilles. Voilà une mort qui ne manque pas de piquant. Finalement, il y a de la couleur qui revient. J'ai foi en l'être humain à nouveau. Merci Damien. 13 octobre 2004. Ils m'ont promis un avenir radieux au sein de leur établissement, que je serais certainement un grand de la finance. Attention messieurs, je n'aime pas les promesses non tenues. Bon, donc situation confortable avec possibilité d'évoluer, c'est fait. L'objectif est rempli. À présent, je peux travailler sur les deux autres. Me trouver une femme, pour être comblé sur le plan privé, et sortir ma mère des griffes de cet abruti. Je vais pouvoir, avec le salaire confortable que je vais toucher, lui louer un petit appartement, rien que pour elle, et ainsi la mettre à l'abri. Demain, je chercherai activement celui-ci. Pour ce qui est de trouver une femme, par contre, ça va être plus difficile. Je regarde mon reflet dans le miroir, et je suis en toute honnêteté avec moi-même d'un physique on ne peut plus banal.
je ne peux pas compter là-dessus. Par contre, je suis plutôt quelqu'un d'instruit, ce qui devrait m'aider d'une certaine manière. Et puis au pire, j'ai de l'argent. Et vu le pouvoir qu'a celui-ci sur certaines femmes. D'ailleurs, en parlant de femmes, il y en a une qui me fait les yeux doux depuis quelques semaines. C'est Charlotte. La pauvre s'est fait jeter comme une malpropre par son cher Marc, qui batifole déjà avec une autre. C'est pour ça que je lui ai donné rendez-vous dans ce café, pour discuter et lui remonter le moral. Elle a tant fait pour moi lorsque nous étions enfants. Je lui dois bien ça. Je la vois là, sur le coin du trottoir à m'attendre. Je m'arrête avec mon véhicule à sa hauteur. Je gare la voiture et j'arrive, Charlotte. Ne bouge pas, hein. Alors que je lui dis ceci, je la vois regarder ma belle voiture. Un 4x4 flambant neuf. Des étoiles dans les yeux. Ça ne dure qu'un instant, mais je vois bien qu'elle n'a Dieu que pour mon véhicule. Et qu'elle n'a même pas daigné poser les yeux sur moi. Très bien. Je redémarre, mais je ne vais pas me garer. Je décide finalement de fuir le plus loin possible de cette fille, qui était si pure avant, mais qui malheureusement semble corrompue par l'intérêt et l'argent. Jadis, elle n'était que couleur, mais aujourd'hui j'y ai vu de la noirceur. Désolé Charlotte, mais je fuis toute forme de noirceur. Je la raye de mes amis. Je préfère finalement aller chercher ma maman à son travail. Elle ne me déçoit jamais. Je vois son sourire d'ange lorsqu'elle monte dans ma voiture. Je t'emmène faire du shopping, maman, et nous irons déjeuner ensemble. Je passe une après-midi incroyable avec maman. Je la vois essayer des vêtements, rire aux éclats. Je lui paye une robe qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir. Elle refuse, mais voyant mon insistance, finit par accepter. Puis nous allons déjeuner, dans un de ces restaurants chics, un de ces endroits pleins de couleurs, sur les murs, dans les assiettes. Mais de la noirceur subsiste dans ce serveur, qui regarde avec un air de dégoût ma maman, qui n'a pas vraiment le style de femme, qui viennent dans ce genre d'établissement, pour déjeuner. Je repère son petit jeu. Alors je lui demande de s'approcher, et je lui dis « Combien vous touchez par mois pour faire ce petit boulot ?» Pardon, monsieur ? J'ai dû mal comprendre. Non, vous avez très bien compris. Vous touchez combien pour ce travail ? Je n'ai pas le droit de vous le dire. Voyons, c'est combien à peu près ? 1500 € par mois ? Quelque chose comme ça ? Eh bien écoutez-moi bien. Regardez, je vous prépare un chèque de 2000 € que je signerai et que vous empocherez en pourboire si vous vous montrez au petit soin avec ma mère. Vous comprenez ce que je vous dis ? Vous allez la chouchouter, la traiter comme une reine. Vous avez compris ? Très bien. Alors en piste et ne me décevez pas. Lapin du Gain a transformé cet abruti hautain en un larbin au service de ma mère, gêné par tant d'attention. Mais c'était si drôle à voir. À la fin du repas, je lui ai dit que c'était pas mal, mais qu'il était dommage qu'il n'avait pas réussi à retirer son expression de dégoût de son visage, à moins que ce ne soit son air naturel. Bon prince, malgré tout, je lui laisse une pièce de 2 € en pourboire. Je ramène maman chez elle. Ce fut une après-midi splendide. Avant qu'elle ne sorte de la voiture, elle se tourne vers moi, me sourit et me dit « Ton père aurait été si fier de toi. C'était un homme bon, avec un grand cœur. » Je sais, maman. Un homme au grand cœur, mais trop fragile. Cet infarctus nous l'a enlevé bien trop tôt. Maman, je vais te sortir de là, je te le promets. Elle me sourit, les larmes aux yeux en s'éloignant, pour regagner sa misérable existence. Mais, à cet instant précis, j'ai foi en ce que je vais faire pour elle. J'ai foi en l'être humain que je suis. 22 décembre 2004. Il neige dehors, recouvrant les ruelles de son beau manteau blanc, éclaircissant la noirceur de ce jour. Je pleure, sans cesse, depuis presque 2 mois. Depuis cette journée du 13 octobre, où j'ai déposé ma maman chez elle, au soir,
après avoir passé avec elle une journée magnifique. Depuis, ma vie n'est que noirceur, avec un tout petit peu de couleur, qui provient de ma réussite professionnelle. Je suis devenu en quelques mois le meilleur trader de la banque, et j'ai toute l'estime de mes collègues. Mais je n'en ai que faire. Cette tristesse est bien plus forte. Cette tristesse et cette haine aussi. C'est le dernier jour du procès. Mon beau-père, Guy Varèse, comparé pour le meurtre de ma mère. Il plaide non coupable. Pour lui, il l'a juste poussé lors d'une énième dispute conjugale. Mais moi, je sais très bien qu'il en est autrement. Il l'a frappé comme à son habitude. Le plus horrible étant que je suis responsable de cette dispute qui a éclaté à cause de la jolie robe que je lui avais achetée. Je pleure la mort de la seule femme que j'ai aimée. Je pleure de l'avoir laissée rentrer chez elle ce jour-là. Je me souviens de son regard, comme si elle pressentait que c'était la dernière fois que nous nous voyions. J'attends sagement le verdict. Foutez-moi la peine maximale à ce porc, qu'il croupisse en prison. Mais là autour de moi, tant de noirceur, que j'en distingue difficilement où je me trouve. Ma foi en l'être humain vient d'en prendre un sacré coup. L'accusé est coupable de mauvais traitements, de coups et blessures. Mais la mort est considérée comme accidentelle. Il ne prend que 8 ans de prison ferme. Ce type a pourri l'existence de ma mère, la mienne. Il nous a maltraités. Il a même fini par tuer celle que j'aimais le plus au monde. Et c'est ainsi qu'il est puni. N'y a-t-il donc pas de justice dans ce pays? Tout est flou autour de moi. J'ai l'impression d'être perdu. Depuis l'annonce de ce maudit verdict, je broie du noir. Un noir très profond. Mon esprit semble aspiré par celui-ci. Ah oui. Excusez-moi, monsieur. Je peux vous emprunter le sel, s'il vous plaît? Je la vois. Là, tel un miracle. Moi qui n'étais plus que dans un brouillard sombre, je vois cette jolie jeune femme qui vient de me demander le sel, alors que je me trouve dans une brasserie à côté de mon bureau où je viens manger le midi. Oui, bien sûr, mais à une condition, c'est que vous me le rendez. Elle me sourit. Elle est belle. C'est un tsunami de couleurs que je reçois. Oh mon Dieu, j'ai de nouveau foi. J'ai de nouveau foi en l'être humain. 14 juillet 2007. En ce soir de feu d'artifice, ma vie n'a jamais été aussi colorée. J'en ai vu des bleus, des rouges, des vertes. C'était sublime dans le ciel, sublime dans le reflet de tes yeux. Depuis que tu m'as emprunté le sel, ma vie ne manque pas de sel. Je le conçois, c'est un humour nul, mais ça reflète bien la vérité. Toi, petit bout de femme qui a bousculé mon existence, telle une tornade, que dis-je, un tsunami de couleurs. Il reste et subsiste au fond de moi un peu de la noirceur des drames que j'ai vécus. Mais telle la douleur, la noirceur n'existe presque plus si vous vous concentrez sur la couleur. Une couleur omniprésente, avec Patricia, celle que j'aime depuis plus de 2 ans, celle qui m'a redonné foi en l'être humain. Il est à présent minuit, et avant de rentrer dans notre jolie maison bourgeoise, achetée grâce à mes heures de dur labeur, nous passons par le petit parc, si joliment fleuri en cette douce nuit d'été. Bonsoir, messieurs, dames. C'est pas très prudent de se promener seul à cette heure-ci. Ils sont 4, et ils en veulent au sac à main de Patricia. Je m'interpose, leur montrant qu'il est hors de question qu'ils lui prennent. Les coups pleuvent, de toutes parts. Patricia essaie de me protéger, et prend des coups. Elle tombe à terre devant moi, pendant que j'essaye de me relever. L'un d'eux la frappe à coups de pied violents dans son ventre. Elle gémit. Je suis en rage. Je repousse les autres, et je me jette telle une furie sur ce salaud qui vient de frapper mon amour lâchement. Ma colère est telle que les autres reculent, et me regardent massacrer leurs collègues.
Mes poings s'abattent violemment sur son visage. 1, 2, 3, 4, 10, peut-être 20. Il ne bouge plus. Les autres ont fui. Je me traîne alors jusque Patricia. Elle crache du sang. En pleurs, elle me dit alors: Le bébé, aide-moi s'il te plaît. Mon Dieu, elle était enceinte. Et elle comptait me le dire ce soir à la maison. Ambulance, police, infirmière qui me nettoie le visage. Un médecin s'approche de moi. Tout va très vite. Monsieur Durier, je suis désolé. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, mais elle a perdu le bébé. Par contre, votre compagne va bien. Elle vous attend. Cette phrase, si sombre, si noire. Je pleure, mais un policier vient m'interrompre. Il interrompt mon court deuil du petit être que je ne verrai jamais naître. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Monsieur Durier, il faut qu'on parle. Je sais que vous avez agi en légitime défense, mais les blessures de votre agresseur sont si fortes qu'il est en droit de porter plainte contre vous. Il a perdu l'usage de son œil droit. Il a la mâchoire et le nez fracturés. Et il risque même une paralysie faciale. Que voulez-vous que ça me fasse? Il peut crever. J'apprends qu'il peut déposer plainte contre moi. Et que, vu la gravité, je suis condamnable. La noirceur, ça recommence de plus en plus. Putain, mais c'est le monde à l'envers. Il faut que j'aille voir Patricia. Que j'oublie le noir qui m'entoure. Que je revoie un peu de couleur. Que je reprenne foi en l'être humain. 21 juin 2008. Quelle belle journée. Patricia et moi, nous avons pique-niqué dans un parc non loin de la maison. À son air mutin, j'ai le sentiment qu'elle veut me dire quelque chose d'important. Allez, s'il te plaît, chérie. Je vois que tu me caches quelque chose. Balance. Comme réponse, elle me tend un test de grossesse positif. C'est ça. Ça y est. Je vais être papa. On va être parents. Oh mon Dieu. Plus de noirceur. Que de la couleur. Un déferlement de couleurs. Tel un arc-en-ciel. Oh putain, c'est juste génial. Je suis si heureux. Oh mon Dieu. On rentre alors à la maison, main dans la main, plus amoureux que jamais. C'est un moment si intense. Cette douce soirée est si formidable. Je regarde par la fenêtre et profite du jour le plus long. Il est 22h15 et la nuit n'est toujours pas tombée. Je me détends en prenant un bon verre de whisky. La télé reparle de cette affaire de jeune adolescente violée et poignardée. Ça fait vraiment froid dans le dos. C'est la 3e en 6 mois. L'homme qui commet ces horreurs est un monstre. Je ne peux m'empêcher d'imaginer que si c'est une fille que j'ai, je la protégerai de tout ça. Et que s'il arrivait malheur à celle-ci, je serais capable de tuer si on faisait subir ça à ma progéniture. Oh, trop de noirceur dans mon esprit d'un coup. Allez, je me resserre un whisky, profitant que Patricia dort. Je sais, ma chérie, je bois parfois trop, mais l'alcool m'aide parfois à avoir foi en l'être humain. 18 janvier 2009. Elisa. Elle s'appelle Elisa. 3,6 kg, 49 cm. Et c'est un ange. Tout s'est bien passé. Patricia a accouché dans une pièce remplie de couleurs. Les sages-femmes étaient adorables. Et là, je change pour la première fois ce petit être. C'est incroyable. Rien ne peut décrire ce sentiment. Aucun mot n'est assez fort. Je peux juste répéter inlassablement mon bonheur. Je suis père, je suis père, je suis père. Patricia a besoin de change, étant partie à la hâte avec la rupture de la poche des os. Je rentre donc à la maison, lui chercher tout ce qu'il lui faut. Quand soudain derrière moi, j'entends: Ah, c'est bien toi. Comment tu vas? Dis, t'aurais pas une pièce ou deux? J'ai pas mangé depuis un moment. Cette voix, c'est celle de Charlotte. Alors la rumeur disait vrai, quand elle disait qu'elle était SDF. Mais comment a-t-elle pu tomber aussi bas?
Il est vrai qu'elle avait grandi dans un climat social difficile, mais tout comme moi. Et pourtant, je suis à l'opposé d'elle. J'ai eu la volonté de réussir, moi. Elle a celle de se détruire. Il n'en reste plus rien. Elle est si maigre. On pourrait décoller le papier peint avec. Sûrement les ravages de la drogue. Elle me regarde, gênée, prête à se cacher derrière une de ses seringues qui jonchent sur le sol. Charlotte a touché le fond, mais elle semble creuser encore. J'aurais pu lui donner une pièce, ou plus simplement lui tendre la main, comme elle l'avait fait pour moi lorsque j'avais 7 ans. Mais je suis désolé. Je fuis la noirceur. Elle n'a plus de couleur. Désolé. En continuant ma route, je m'interroge. Quelle aurait été sa vie si elle était montée dans ma voiture, il y a quelques années de cela? À vrai dire, ça m'est égal. Patricia lui est en tout point supérieure. Je lui rapporte donc son change et je vais voir ma petite fille pour me remettre dans cette bulle colorée où la noirceur est sur les trottoirs à quémander. Et je me mets là où j'ai foi en l'être humain. 20 septembre 2010. Elisa n'est déjà plus un bébé. C'est une petite puce qui trotte déjà sur ses 2 jambes. Je m'émerveille de ses progrès, chaque jour. Ma vie n'est plus que couleur. Une femme adorable, une petite fille qui me comble et un job qui m'offre un train de vie plus que confortable. Bref, je suis heureux. Plus de noirceur que de la couleur. Je regarde la télévision et je vois qu'il parle du tueur et violeur de jeunes filles. Il a été enfin arrêté. Tant mieux. À présent, tuez-le. Mais c'est pas vrai. Il s'appelle Greg Timonier. Ah mon Dieu. Mon ami de primaire qui vendait des photos porno. À bien y réfléchir, il n'a jamais été très net. Mais de là à être ce monstre pervers. L'idée qu'un jour j'ai pu fréquenter pareil individu me dégoûte au plus haut point. J'en ai fréquenté des drôles de personnes quand j'étais gosse, moi. Une future junkies, un futur violeur et tueur d'adolescentes. Mon enfance est loin d'être l'île aux enfants. Sans compter ce con de beau-père, qui d'ailleurs ne va plus tarder à sortir de prison. Mais bon, il me tarde que Patricia rentre des courses. Pour une fois que je rentre plus tôt, mes princesses ne sont même pas là pour m'accueillir. Tiens, un numéro inconnu. Tout s'assombrit. Un pressentiment. Bonsoir, monsieur Durier. Je vous appelle au sujet de votre femme et de votre petite fille. Elles ont eu un accident. Un véhicule les a percutées. Je suis désolé. Elles sont mortes. Non. Non, c'est pas possible. Non. Non. Pas ça. Gardez foi en l'être humain. Non. 15 février 2011. Alvarez Joseph. Le frère du gars que j'avais défiguré dans le square. Pour venger celui-ci, il a percuté Patricia volontairement, espérant ainsi la défigurer. Mais il l'a tuée, ainsi que ma fille. Je survis depuis, m'accrochant au peu de couleurs que je peux percevoir uniquement dans mon boulot. Enfin, j'essaye de m'en persuader. Mais je ne suis pas dupe. La couleur n'est presque plus. Depuis ces quelques mois, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Et dans une ombre, il n'y a plus de couleur. Ce matin même, j'ai été convoqué dans le bureau de mon chef. Je suis viré. Je ne suis selon lui plus apte à faire ce métier. J'ai eu beau lui dire que c'était une mauvaise passe, qu'il aurait pu essayer de comprendre. Il n'a rien voulu savoir. Le plus incroyable est qu'il n'avait pas une once de compassion dans son regard. Rien. Après autant d'années de bons et loyaux services, à se servir de moi pour s'enrichir. Putain, ça ne se passera pas comme ça. Ils vont payer. Je me trouve devant la porte de prison,
à guetter dans mon 4x4 la sortie de mon beau-père. Il a été libéré un peu plus tôt que prévu pour soi-disant bonne conduite. Ah, le voici. Regardez-le, ce porc. Il a bien grossi apparemment. On bouffe bien en prison. Il est dehors, alors que maman n'est plus là. Elle est enfermée dans une boîte. Voilà ce que je craignais. Le résultat inéluctable de ces 10 terribles jours qui m'ont métamorphosé. Il n'y a plus de couleur, que de la noirceur des ténèbres qui envahit mon esprit. Le basculement vers ce nouveau moi, celui qui va bannir toute forme de gentillesse et bienveillance et de compassion pour laisser place à la haine, la colère, trop longtemps enfouie, frustrée en moi. Il est temps de passer à l'action. Je suis à l'aube du 11e jour et je peux vous l'assurer, je n'ai plus du tout foi en l'être humain.